Ah, c'est très intéressant ce que vous dites. En fait, d'abord, il y avait plusieurs papes, vous savez. Il y a eu deux papes, Martin V et Clément, je ne sais plus combien, un à Avignon, un à Rome. Bon. Et vous faites bien parce que vous faites penser de dire quelque chose sur l'université de Paris que je n'avais pas dit, pour montrer son orgueil. L'université de Paris, il y avait deux papes. On a consulté l'université de Paris pour savoir quel était le bon pape. Et après consultation des experts, il est arrivé ce qui arrive généralement après la consultation des experts. On a eu 3 papes. Alors, les Italiens qui étaient furieux qu'on ait consulté l'université de Paris et pas Rome, disaient avec l'accent italien « Ma, nous croyons que l'université de Paris a une caisse d'où elle sort les papes comme elle veut. » Donc, et Jeanne, pendant sa campagne, reçoit une lettre qu'on lui oppose au procès de Rouen, reçoit une lettre du comte d'Armagnac lui disant « Jeanne, ma bonne amie, etc., vous qui avez des révélations particulières, privilégiées du ciel, etc., dites-nous auquel des 3 papes on doit obéir. » Et Jeanne répond, extraordinaire cette réponse, « Mon cher comte et bon ami, je suis en ce moment trop occupé aux choses de la guerre pour vous répondre sur cette question. » Et quand les juges l'interrogent sur cette lettre, elle dit, on voit la scène, « J'étais en train de monter à cheval quand j'ai dicté cette lettre. » Vous la voyez là ? On lui dit, hey, « Jeanne, il y a 3 papes. » Enfin, elle saute sur son cheval, elle dit, « J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. » Et d'ailleurs, après, elle dit, « Mais j'étais pas compétente pour ça. » Alors, pour revenir à ce que vous dites, les juges, à un moment, lui disent, est-ce que vous obéissez à l'Église et à notre Saint-Père le pape? Elle dit oui, et j'en appelle au pape. Et là, elle fait un coup, parce qu'en procédure inquisitoriale, c'est un procès d'inquisition, quand on en appelle au pape d'une façon, dans un procès grave, et c'est un procès grave puisqu'elle risque sa vie, ça suspend le procès. On suspend le procès et on transporte tout à Rome. Évidemment, Cochon lui dit le pape est trop loin, il n'en est pas question, etc. Donc l'appel, apparemment, n'arrivera jamais au pape. Mais, alors, à Rome, on n'a rien fait. À Rome, on n'a rien fait. On n'a pas couvert, mais on n'a pas condamné les juges. On n'a rien fait. Et je ne peux pas imaginer, mais ça c'est moi, je ne peux pas imaginer que Rome n'ait pas su ce qui se passait, parce que tout le monde le savait. C'était quand même, la vedette mondiale, Jeanne. Bon. Et donc, et tout le monde suivait ce procès. Et donc, tout le monde devait savoir. Personne ne s'est levé pour elle, personne. Alors, je pense que la puissance des puissances coalisées était trop forte, et l'université de Paris était trop forte pour qu'on osât s'opposer à l'université de Paris. Et puis Jeanne était vaincue. Et il faut bien dire que le roi et l'entourage royal ne faisaient pas beaucoup de battage pour Jeanne. Donc on se disait, voyons, c'était peut-être bien une sorcière. On ne sait pas. Donc voilà, on n'a pas su. Alors après, 25 ans après, quand Charles VII rentre dans Rouen, il se fait livrer immédiatement le procès. Il le remet à des légistes et il dit « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et les légistes disent « C'est plein de nullités, on peut faire un procès en révision. » Et le procès en révision s'ouvre, mais ils disent « La seule personne qui peut demander, c'est la mère de Jeanne qui est toujours vivante. » Et donc c'est Isabelle Romée qui a demandé au pape, alors pour le coup. Elle a demandé au pape l'ouverture d'un procès en révision. Et le début de sa lettre, c'est extraordinaire, ça vous tire les larmes. « J'avais une fille née en légitime mariage, que j'avais beaucoup aimée et élevée selon les voies de l'Église, etc. » Et bon, qui a été brûlée. Et puis alors, on a ouvert le procès, etc. Et puis on a réhabilité et on a annulé ce procès. Ce procès a été annulé totalement. Mais 25 ans après. Sur le moment, c'est l'abandon total. Vous savez, Jeanne est en état de déréliction, c'est Peggy qui le dit, dans un état de déréliction qui est proche de l'état de déréliction de Jésus à sa passion et à sa croix. Il n'y a plus personne
Il n'y a plus personne avec elle, rien, personne. Alors qu'elle n'avait jamais vécu seule, Jeanne. Elle a vécu en famille, elle a vécu avec ses compagnons. C'est une, si on peut dire, c'est une femme qui adore, une jeune fille qui adore le compagnonnage, l'équipe. Elle s'entendait très bien avec ses hommes d'armes, etc. Elle a toujours été très entourée. Ses frères sont venus la rejoindre tout de suite. Donc elle est une fille qui n'a jamais vécu seule. Et là, elle est abandonnée, y compris par ceux qui auraient pu élever la voix, quoi. Alors, Thomas de Courcelles, qui était juge au procès de Jeanne, qui a été l'un de ceux qui a voté la torture. Parce qu'à un moment, ils ont voulu la torturer. Bon. Et ils sont réunis, alors on l'a menée dans la salle des tortures. Salle des tortures où il y avait des types avec des gros muscles et des trucs de fer, là, qui sortaient des tenailles, enfin, tous les instruments de torture, la baignoire, on allait la plonger et tout. Et on lui montre tout ça, et Jeanne éclate de rire. Bon, alors... elle dit, mais je vous ai dit que vous pouviez m'écarteler à 4 chevaux, je ne vous le dirai pas. Donc vous pouvez me torturer. Et après, elle a cette formule extraordinaire. Et si je vous disais quelque chose, immédiatement après, je vous dirais que ça ne vaut rien, puisque je vous l'ai dit sous la torture. Ce qui est la condamnation en une phrase de toute la torture judiciaire. Amnesty International devrait élever une statue à Jeanne. C'est la condamnation de la torture en une seule phrase. Bon, eh bien... Thomas de Courcelles avait voté la torture. En définitive, à une voix de majorité, ils décideront de ne pas la torturer en disant que ça ne servira à rien. Bon. Et donc, ce qui prouve que d'avoir du courage, ça aide quand même. Et Thomas de Courcelles est donc convoqué au procès de réhabilitation. Et là, c'est extraordinaire à lire. Il se souvient de rien. Ah, je sais pas, je suis passé, j'ai aucun souvenir, peut-être on peut regarder ça dans les actes. Alors on lui parle de la torture, il dit ah non, je suis même pas, enfin, rien. Et à l'époque, il est chancelier de l'Université de Paris. Et on voit très bien que c'était quand même compliqué, parce qu'on a rétabli complètement les rapports avec les Bourguignons. Le duc de Bourgogne est rentré dans l'amitié de Charles VII. Bon. On a rétabli... on est en train de rétablir la paix avec le royaume d'Angleterre. Donc, et l'université de Paris est quand même toujours l'université de Paris. Donc, on ménage. Là, quand on le lit, là, maintenant, on a envie de dire, ce type, on devrait prendre, le foutre en tôle. Mais non. Il est reparti comme il était venu en ayant tout oublié. Alors que les autres ont des souvenirs extraordinairement précis. Lui, que dalle, ça. Et pourtant, il est quand même grand chancelier, donc il doit avoir un cerveau qui fonctionne bien. Hein. Mais là, brouillard. Ben, qu'est-ce que vous voulez ? Personne s'en est occupé. Personne s'est occupé de... Pour avoir une béatification, il faut que des gens s'en occupent. Les franciscains se sont occupés de faire béatifier et canoniser Saint François. Il y a des ordres religieux qui s'occupent de leurs saints. Bon. Jeanne, personne ne s'en est occupé. Elle était vénérée, mais personne... Et puis c'était difficile quand même. C'était difficile parce qu'à chaque fois, on disait quand même... il y a un os, hein. Ça veut dire qu'ils se sont tous trompés. Et en plus, qu'ils ont été pires que ça. Bon. Alors, celui qui a débloqué la situation, c'est le père Jean-Baptiste Hérol, un jésuite du XIXe siècle, qui a écrit 6 volumes sur Jeanne, qui ont été réédités ces temps-ci, que j'ai lus. Il faut se les faire, parce qu'en fait, il combat toutes les théories de son temps aussi. Donc parfois, on a envie de lui dire... Il y a un volume entier, il n'a plus parlé de Jeanne, quoi. Il a esquinté Michelet, Quichera, et puis après, on lui dit, oui, mais Jeanne là-dedans. Enfin bon, mais donc... Et en fait, sa thèse a été quand même très bien faite, c'est-à-dire qu'il dit, l'Université de Paris était en fait rebelle au pouvoir pontifical. Elle préparait le concile de Bâle, ce qui est vrai. Elle préparait le concile de Bâle, et au concile de Bâle, elle a essayé de faire triompher sa thèse, qui était... Écoutez bien, comme les choses sont modernes, le concile est supérieur au pape. Et c'est le concile qui détient la vérité et pas le pape. Bon. Donc, alors, le père Hérol a trouvé l'angle d'attaque et il a dit Jeanne a été condamnée par des types, des clercs qui étaient en voie de schisme et en voie d'hérésie. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont condamnée. Et il a envoyé à Léon XIII, et Léon XIII lui a dit « Très bien, continuez ». Bon. Et donc après, Monseigneur Dupanloup, évêque d'Orléans, a repris le flambeau.
Et puis après, le cardinal Touchet, qui a été évêque d'Orléans, a écrit 2 volumes, La Sainte de la Patrie. Alors, le cardinal Touchet, il est tombé amoureux de Jeanne dès le premier jour où il l'a connue. Hein. Bon. Et il a écrit 2 volumes, La Sainte de la Patrie, qui sont magnifiques, et dans lesquels, qui ont été réédités, moi, c'est moi qui les ai fait rééditer, alors je sais, et ils ont été... il la prend au premier jour et il la suit jusqu'au dernier, et lui, il a fait le procès de béatification. Et ensuite, on attendait 2 miracles pour avoir le procès de pour avoir la canonisation. Et on avait un miracle et on n'en avait pas 2. Et le second, alors, le cardinal Touchet a imaginé quelque chose. Il est parti en pèlerinage à Lourdes avec son diocèse et il a dit à une vieille dame qui était mourante dans son pèlerinage, vous allez demander votre guérison, mais vous n'allez pas la demander ni à Notre-Dame de Lourdes, ni à Sainte Bernadette, vous allez demander à Sainte Jeanne d'Arc. Et elle a demandé à Sainte Jeanne d'Arc et elle a été guérie. Alors il a écrit à Rome, ça y est, j'ai mon second miracle. Et le pape, c'était Pie X. Le pape Pie X a dit les Français sont fous, quoi. Bon. Et donc il a rangé le truc en disant ça n'existe pas ce truc-là. Bon. Et donc elle n'a pas eu son miracle. Et alors on pense, après je ne sais pas, mais je pense que le second miracle, c'est que la République l'ait faite héroïne nationale. Donc à l'unanimité des 2 chambres. Et là, voilà. Mais vous savez, encore maintenant, je dis maintenant, il y a d'éminents ecclésiastiques ici, mais qui sont des amis de Jeanne, mais il y a beaucoup d'ecclésiastiques auprès de qui Jeanne, encore aujourd'hui, ne passe pas. Ne passe pas. Et moi, j'ai un très bon ami, prêtre, dont je ne citerai pas le nom, mais c'est un très bon ami, qui m'a dit un jour, votre Jeanne d'Arc, elle m'énerve, parce qu'elle dit, je n'ai jamais tué personne. Mais Hitler non plus, il n'a jamais tué personne. Et Churchill non plus, ils n'ont jamais tué personne. Mais ils ont fait tuer des millions de gens. Les chefs de guerre, ils ne tuent jamais personne en personne, personnellement, mais ils font tuer. Je lui dis, vous parlez exactement comme Cochon. Alors, il m'a dit, pourquoi vous dites ça? Parce que Cochon, quand Jeanne dit, je n'ai jamais tué personne, Cochon lui dit, mais enfin, Jeanne, vous avez été dans des batailles où beaucoup d'Anglais furent tués. Et Jeanne lui répond, comme vous en parlez doucement, ils avaient qu'à rentrer chez eux. Et dans l'assistance, un lord anglais, c'est dans les actes du procès, un lord anglais se lève et crie « Quelle bonne femme! Que n'est-elle anglaise ?» Et Cochon a supprimé les audiences publiques. Là, il a dit « Ça va plus, elle est en train de me retourner la salle. » Et vous voyez, donc, c'est un débat qui est... vous savez, Jeanne, c'est un problème dans l'Église, parce que c'est la laïque absolue. Elle est vraiment laïque. C'est-à-dire que c'est le peuple. Laïque, c'est le peuple. Bon, elle est femme, donc elle ne peut pas être consacrée. Mais il y a des clercs non consacrés. Un avocat qui porte une robe et qui parle, c'est un clerc. C'est un clerc non consacré, mais c'est un clerc. Un journaliste, c'est un clerc. Un écrivain, c'est un clerc. Un professeur, c'est un clerc. Tous ceux qui vivent de leur intelligence ou de leur plume ou de tout ça, ce sont des clercs. Bon. Qui est-ce qui est le vrai laïc, en dehors de la femme? C'est le paysan et le soldat. Ceux-là, c'est les vrais laïcs. Et Jeanne, elle est femme, paysanne et soldat. Et cela, qu'une laïque aussi laïque, c'est-à-dire aussi humble, reçoivent la grâce de couronner le roi de France par Saint-Michel et parle directement au nom de Dieu. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par le commandement de Dieu. Non, tout pas ça. Tout ce que j'ai fait de bien, je l'ai fait par le commandement de Dieu. C'est très dur à passer pour les hommes de Dieu, qui sont le canal ordinaire de la médiation de la grâce. Donc c'est un problème. Et c'est un problème qui est très moderne et qui montre la véritable laïcité. Aujourd'hui, on parle tellement de laïcité. La véritable laïcité, c'est Jeanne. Elle n'a aucune sujétion ecclésiastique et pourtant, elle est pleinement catholique, totalement catholique. Et c'est ce que doit être le pouvoir. Le pouvoir doit être le pouvoir d'État, il ne doit pas être mêlé au pouvoir clérical. Sinon, on est dans le cléricalisme, où c'est l'État qui écrase l'Église, ou c'est l'Église qui écrase l'État. Il doit être distinct, mais il est pleinement catholique. Et ça, ce n'est pas passé encore aujourd'hui. Donc, il y a du chemin à faire. C'est pour ça qu'elle est très moderne. Elle est très moderne dans l'histoire de France, elle est très moderne dans l'histoire de l'humanité, et elle est très moderne dans l'histoire de l'Église. Elle est très moderne dans l'histoire de l'humanité parce qu'aujourd'hui, la chose sur laquelle on bute,
C'est cette question-là. Est-ce qu'on est, si on dit qu'on est contre le laïcisme ou la laïcité à la française telle qu'elle existe aujourd'hui et qui n'est pas de laïcité, on dit, ben alors vous êtes comme les fanatiques musulmans. Vous êtes Allah Akbar. Bon, donc. Et alors qu'est-ce que vous êtes? Et non. Allah Akbar, c'est vraiment, je te tue au nom d'Allah qui m'a dit de te tuer. Alors que, je reprends la phrase de Jeanne, j'use une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Allah Akbar, il ne dit pas aux musulmans de base, je t'envoie une petite voix pour t'aider à te gouverner. Donc toute la différence est là. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas lutter contre le fanatisme islamique et on ne peut pas lutter contre la menace islamique qui est une menace religieuse au nom de Dieu avec un système qui nie Dieu. C'est impossible. Vous ne pouvez pas lutter contre un musulman avec un système athée. En revanche, si vous êtes en plénitude de l'ordre catholique, vous pouvez parler avec un musulman. Il vous respecte. Seulement, il faut manifester la plénitude de l'ordre catholique, tout en étant complètement laïque. En tout cas, je ne suis pas le maître d'œuvre, hein. Je suis l'intermédiaire. Je suis l'intermédiaire entre celui qui l'a trouvé, qui me l'a envoyé l'information, et celui qui a réalisé le retour, c'est-à-dire Philippe et Nicolas de Villiers, qui ont agi exactement comme des compagnons de Jeanne, c'est-à-dire qu'ils sont partis à l'assaut en 36 heures, 377 000 € pour ramener un anneau qu'ils n'avaient pas vu, dont ils ne savaient pas si c'était le bon, etc. Bon. Mais simplement parce qu'on leur a dit c'est l'anneau de Jeanne, alors c'est pas possible qu'il reste là-bas, il faut qu'il revienne. Ça, c'est des lions. Bon. Mais oui, c'est quand même... Mais vous savez, c'est tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est quelque chose. Parce qu'on n'a pas de relique de Jeanne. Hein. On n'en a pas. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est une des raisons pour laquelle il est parti en Angleterre. C'est que les Anglais, à ce moment-là, disaient qu'il ne reste rien. Le cardinal de Winchester, il a dit au bourreau, vous savez, quand le bourreau est arrivé, il a dit « Mais le cœur n'a pas brûlé. Le cœur n'a pas brûlé. J'ai remis de la poix, j'ai remis de l'huile, j'ai remis du bois, et le cœur ne veut pas brûler. » Le pauvre, il en pleurait, il disait « Je suis damné. » Bon. Et le cardinal de Winchester lui a dit « Allez, jette tout à la Seine, tout. Et toutes les cendres, qu'il ne reste rien, rien, rien. » Pour qu'il n'y ait pas des gens qui viennent dire « J'ai ramassé des cendres de Jeanne. » Enfin, bon. Et donc l'anneau, disparu. Donc la seule chose qui nous reste de Jeanne, c'est cet anneau. Et que cet anneau revienne en France, qu'il revienne en même temps au Puy du Fou, qui est quand même aujourd'hui l'endroit, le lieu où, à travers des êtres, à travers des spectacles, à travers une vie, on voit vivre le royaume de France, c'est un grand symbole. Hein. C'est indiscutablement un grand symbole. Alors après, on peut passer à côté et dire oui, d'accord, bon. Mais on peut aussi le creuser et dire... c'est une indication. Mais comme dit Guiton, si toutefois nous n'en sommes pas indignes. Donc, il faut le prolonger. Ça ne suffit pas à soi tout seul. Il faut le prolonger. Mais c'est vraiment... après, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas eu des... Mais disons même pas des indications, disons même pas des signes, pour être très, très réaliste. Mais enfin, quand même, des coups de bol. Bon. Ce qui est le nom un peu brutal de la grâce, quoi. À la Sorbonne, c'était tout près. D'ailleurs, c'était la Sorbonne. C'était la Sorbonne en majesté. Ben, vous savez, à toutes les institutions intellectuelles qui se gonflent d'orgueil. Bon. Alors donc, c'est récurrent. Hein. D'ailleurs, ils ont une formule pour se définir. C'est les clercs en ceux se connaissant. Et les clercs en ceux se connaissant sont supérieurs au pape. Parce qu'ils sont réunis entre eux comme ça, et ce sont les intelligences. Mais quand François Ier, plus tard, lance le Collège de France, c'est pour faire pièce à l'orgueil de la Sorbonne, hein, qui ne voulait absolument pas que quelque chose puisse sortir en dehors d'elle. L'éducation nationale, qui est très très loin, ces gens-là étaient infiniment plus intelligents. Hein. Comme quand je dis un procès soviétique, c'est un peu une insulte à l'université de Paris, parce que les soviétiques à côté, c'est des gros bourrins, quoi, si vous voulez. Eux, c'est de la dentelle. Hein. On vous torture, mais en dentelle.
Ah si, alors je peux vous raconter vite l'histoire, mais parce qu'elle est belle. J'ai raconté à certains, mais ça fait rien, on est toujours content de l'entendre. Donc il revient, et au moment où Nicolas de Villiers emporte l'anneau, après l'avoir acheté pile le prix qu'il avait, pile l'argent qu'il avait trouvé, hein. Pas un centime de plus, pas un centime de moins. Bon. Et tout content, et l'avocat qui s'était occupé des enchères lui fait signer un certain nombre de papiers. Et il signe, comme on fait dans ces cas-là, sans regarder, quoi. Bon. Et puis il part avec l'anneau. Et parmi les papiers qu'il avait signés, il y en avait un. Je m'engage, cette pièce étant historique, je m'engage à la montrer au comité d'experts prévu par la loi, etc., avant qu'elle quitte le territoire du Royaume-Uni. Donc les Anglais disent, bah, dites donc, vous l'avez emmenée, vous n'avez pas soumise aux experts, il faut la ramener. Il faut la ramener. Et là-dessus, Philippe fait son numéro. J'irai moi-même me constituer prisonnier à la Tour de Londres, mais si vous voulez, venez le voir ici, vous êtes les bienvenus, mais pour le reste, too late, messieurs les Anglais, too late. Bon, alors, et puis dans la réception que vous avez vue peut-être sur YouTube au Puy du Fou, quand il s'adressait à la foule, alors l'anneau doit-il repartir en Angleterre? Non. L'anneau doit-il rester ici? Oui, le peuple a parlé. Enfin bon, alors donc. Et alors tout ça c'est bien joli, mais il reçoit des lettres recommandées, enfin des avis, des sommations d'avoir à exécuter la signature et la loi, sa signature et la loi. Bon. Et il me dit, bon, tu nous as mis dans ce merdier là, donc maintenant t'es avocat, tu t'occupes, enfin tu nous défends. Et je lui dis, oui, ben, je vous défends. Attends, s'ils viennent, tu te rends compte, on leur dit cet anneau, vous l'avez volé à une sainte que vous avez brûlée il y a 6 siècles. 6 siècles de recel. Ça coûte cher, hein? On va se faire un pognon, tu vas faire 3 spectacles de plus au Puy du Fou. Bon. Et puis quand même, comme je ne suis pas un spécialiste des douanes, je consulte quelques confrères qui sont spécialisés là-dedans et qui me disent, rêve pas avec ton recel et tout ça. Il n'y a même pas de procès. Parce qu'il y a des accords entre tous les pays d'Europe, et même entre tous les pays du monde d'ailleurs, mais surtout entre tous les pays d'Europe, qui font que si l'Angleterre demande à la France d'envoyer ses douaniers, ses gendarmes pour récupérer l'anneau, eh ben, il n'y a pas de procès, ils vont le récupérer. De même que si ça se passait réciproquement en Angleterre, on dirait au Royaume-Uni, envoyez-nous le truc, voilà, c'est tout. Bon, il n'y a pas de procès, il n'y aura pas de procès. Ils vont débarquer et ils vont prendre l'anneau. Alors, il dit, bon, ben, je le planque. Bon, alors, mais je le planque, mais ben, ça arrangeait pas les affaires, quoi. Et là, comme j'étais donc son avocat, qui me demandait conseil, je lui dis, il faut passer par la reine. Et parce que la reine Victoria avait dit au XIXe siècle, cet anneau doit rentrer en France. Donc, tu as un argument. Alors, il me dit, oui, mais la reine, je vois pas comment, et tout. Et puis, tout d'un coup, il me dit, ah oui, si. J'ai rencontré, quand j'étais parlementaire européen, un parlementaire européen anglais, un lord, qui est lord. Je vais m'adresser à lui. Donc il s'adresse au lord et il raconte l'histoire de l'anneau. Et le lord lui dit, mais la semaine prochaine, il y a encore une réception où je vais voir la reine, je vais lui en parler. Alors le lord voit la reine et lui dit, Majesté, mon ami, le vicomte, le joli de Villiers de Saint-Aignan, il dit, il y a des moments où ça sert, quoi. Bon. Et donc, cet anneau, enfin il raconte le truc, quoi. Et la reine dit que le vicomte m'écrive. Alors le vicomte, lui, prend sa plus belle plume et écrit à Sa Majesté une lettre dans laquelle il rappelle la reine Victoria, etc. Et puis plus rien. Plus rien, mais plus de sommation. Plus rien, silence. Et au bout de, je sais pas, quelques jours, ou quelques semaines même quand même, au moins pas tout à fait un mois, il reçoit une lettre du service officiel des douanes anglaises, enfin du service qui lui dit, du patrimoine, qui lui dit... Monsieur, tout est en règle. Ne vous inquiétez pas, tout est en règle, l'affaire est... Bon. Et alors il appelle son copain, le lord, il lui dit, c'est merveilleux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le lord lui répond, alors écoutez bien ça, c'est merveilleux. Chez nous, un battement de cils de la reine suffit. Et maintenant, quand vous allez au Puy du Fou et que vous faites tout le trajet à l'intérieur du château, et que vous arrivez, après des tas de spectacles magnifiques, que vous arrivez dans un endroit où on vous dit, maintenant, recueillez-vous, vous allez passer en silence dans la chapelle où vous allez vénérer un objet très précieux qui est
l'anneau de Jeanne d'Arc revenu en France avec la permission de sa gracieuse majesté. Et donc, voilà, les choses sont renouées. Et le Royaume-Uni a été à la hauteur. D'ailleurs, vous savez que Jeanne a une statue à Winchester, hein, à Westminster, dans la cathédrale de Westminster. Jeanne a sa statue. Donc ça, Et dans une réunion que j'ai faite il n'y a pas longtemps à Angers, avec un certain nombre d'étudiants, très sympathiques d'ailleurs, et il y avait parmi les étudiants un qui m'a posé une question avec un accent anglais assez fort. Alors après, je lui ai dit, vous êtes... Il m'a dit, oui, je suis anglais, mais nous, les Anglais, on aime Jeanne plus que vous. Il ne faut pas nous la faire encore. Hein. Jeanne et Napoléon. Hein.